Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bien, ce beau lundi matin, on amorce une deuxième semaine de grève du transport en commun à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a toujours pas d'entente avec les différents syndicats qui sont en grève. Actuellement, ce sont les employés d'entretien. Alors, c'est une autre semaine où on sera en fonction de l'horaire du matin, l'horaire du retour à la maison et après ça, en fin de journée complètement. Sinon, il y a interruption de service entre-temps. Il y a une sortie du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, qui a plaidé pour que les transports collectifs soient reconnus comme étant des services essentiels. Et là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Il y a des commerçants qui s'inquiètent. Parce que c'est le vendredi fou bientôt, qui approche à grands pas, les différentes ventes dans les commerces. Alors, il y a des commerçants qui redoutent des pertes économiques majeures à l'approche du temps des fêtes. Il y a également les hôteliers qui sont sortis en fin de semaine pour dire, attention, là, pour notre main-d'œuvre, c'est vraiment pas évident de venir travailler parce que les hôtels, c'est pas du 8 à 4, là, c'est 24/7. Et je vous invite à consulter vraiment le journal ce matin, le bureau d'enquête qui s'est penché là, sur les différentes dispositions des conventions collectives en ce qui concerne les conditions de travail actuelles des employés. Je veux dire des prolétaires là, qui se battent pour leur survie. Exactement. Alors, je vous résume ça rapidement. Là, des congés de maladie payés, même si c'est pas utilisé, disons, à la fin de l'année. Des déplacements gratuits partout au Québec, permis de conduire et payé, des congés sans solde généreux, des garanties d'être payés pour toute la journée. Les vêtements sont fournis aussi, ça on peut quand même comprendre. Une prime pour la laveuse à pression. Alors, les conventions collectives comprennent certaines primes là, comme la majoration du taux horaire pour le travail de soir, de nuit ou en remplacement d'un contremaître, et celle-ci étonne quand même. Les employés d'entretien qui utilisent un appareil de nettoyage à pression, à vapeur ou à jet reçoivent 75 sous de plus de l'heure. On disait des primes, des fois, des médecins nous faisaient sourciller. Ça, c'est une prime de laveuse à pression. Moi, qui ai fait tout le balcon de mon nouveau chalet. Il y a mon auto qui aurait besoin d'être nettoyé. T'aurais pu passer à la caisse. Après une journée au complet. Oui, et la dernière prime, les agents des stations de métro qui savent bien compter peuvent recevoir un bonus allant jusqu'à 500 $ par année. Des agents qui reçoivent un montant d'argent pour redonner la monnaie aux usagers qui achètent des titres. Et si la petite caisse balance à la fin de l'année, ils reçoivent 500 $. Ça balance pas. Ça veut dire que ça balance pas. C'est de 500 $. Oui. Mais si ça balance pas de 501 $, t'es peut-être gagnant sur le total. Non, mais juste revenir sur le Parti québécois. Il y a quand même un certain... de deux choses l'une. Là. Soit qu'il y a un député qui s'est trop avancé la semaine passée parce que le député Joël Arsenault avait été quand même clair en point de presse, c'est-à-dire que le PQ n'avait pas approuvé la loi de Jean Boulet sur les services essentiels, puis qu'il ne l'appuierait pas plus s'il y avait une loi spéciale. Et là, c'est plus ça. Là. Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, dans le fond, un peu comme le Parti libéral, là, il se rallie à l'échéancier qui a été fixé par la nouvelle mairesse. Ouais, donc le 15 novembre. Puis après le 15 novembre, si c'est pas réglé, eux aussi seraient parlables pour une mesure législative qui force le retour au travail. Ce qui ne laisserait que Québec solidaire. Là. Puis pour les gens qui se demandent, mettons que Québec solidaire est ça. Faisons l'hypothèse, là, puis, soit dit en passant, selon les informations que moi j'ai, ça pourrait commencer dès cette semaine. Donc le gouvernement pourrait commencer l'adoption d'une loi de façon préventive en disant, OK, c'est pas pour cette semaine, on respecte l'échéancier là, du 15 novembre fixé par Soraya Martinez-Ferrada, mais... Je veux dire, pour que la loi soit prête à exécuter la semaine prochaine, on l'adopte, mettons, cette semaine. Là, à partir de, je sais pas quoi, mercredi, jeudi, fin de la semaine. Mais il y a deux façons pour Québec solidaire de s'opposer. Très différentes. Façon A, ce qu'on fait généralement, tu veux pas qu'une loi passe, tu penses qu'elle est une horreur pour la démocratie, pour la société, tu la bloques. Ce qui veut dire que tu parles, chaque député, tous les députés participent, chacun prend son 20 minutes à chacune des étapes. À l'étude, article par article, en commission parlementaire, tu fais des amendements. Sur l'amendement, chacun parle 20 minutes, ce qu'on appelle un filibuster. Donc, tu utilises... Et là, si le gouvernement veut casser ça, il faut qu'il utilise le bâillon. Ce que la CAQ ferait ou ferait pas, écoute, s'ils sont trois partis prêts à le faire, peut-être, mais ça, c'est la façon A. La façon B pour Québec solidaire de le bloquer, de voter contre, c'est juste de voter contre.
Donc, à la première lecture, tu envoies un député qui dit « nous autres, on est contre pour telle raison. » Il parle 12 minutes. Puis là, à l'étude article par article, tu parles 3-4 minutes pour dire « ça, on n'aime pas bien ça. » Puis à l'adoption finale, tu parles 10 minutes. Fait finalement, tu veux dire, en une demi-journée, le projet de loi est adopté. Tu comprends? Puis toi, au moment du vote, là, les députés de Québec solidaire votent contre. Fait que le vote finit 110 contre 10. Puis... Fait que, tu sais, dans le fond, tu te dis « ce projet de loi est une horreur. » Mais on est d'accord qu'il soit accepté avant ce souper, là. Tu comprends? Ce projet de loi, ce qui s'est fait de plus terrible dans l'histoire récente du Québec. Mais avant le coucher du soleil, il peut être adopté, puis on le laisse passer. Tu comprends? Tu votes contre, là? Et tu comprends que c'est très, très, très différent. Puis l'option B, c'est un peu comme, tu sais, politiquement, là, juste crûment, je vais le dire, politiquement, c'est comme tu dis, OK, regarde, à nos alliés syndicaux, on va dire, regarde, nous autres, on a voté contre. Puis pour le grand public, t'espères qu'ils écouteront pas trop les nouvelles, puis qu'ils vont dire, regarde, le service de transport en commun reprend demain, on est bien content, puis on n'étudie pas trop le détail de qui a voté quoi, tu sais. Et ça pourrait être ça, la stratégie. Parlant de stratégie, les médecins, donc, hier, qui avaient ce grand rassemblement au Centre Bell. Plus de 12 000 médecins spécialistes, des médecins de famille, des résidents, des étudiants en médecine qui ont rempli le Centre Bell hier pour montrer leur solidarité contre la loi 2 du gouvernement Legault. Vraiment, là, les images étaient quand même assez impressionnantes. Des discours enflammés des leaders syndicaux également. Adopté sous bâillon, on se souviendra, le 25 octobre dernier, la loi 2 qui modifie le mode de rémunération des médecins en leur imposant des cibles de performance et en prévoyant aussi des sanctions en cas de rupture de service. Il y a des contestations judiciaires également. Et hier, Mario, on entendait la foule, à un moment donné, scander là, démission pour... et ça visait là, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Exactement. Alors, que va faire François Legault avec ça cette semaine? Ben, je sais pas si le rassemblement du Centre Bell change vraiment quelque chose, mais c'est pour l'instant, toutes les invitations du gouvernement à un retour à la table restent lettres mortes, là. Remarque, il reste du temps. C'est jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'on pourrait arriver dans des négociations d'urgence en décembre? Mais ça rend les gens nerveux au caucus. Pour M. Legault, là, ça rend les gens nerveux au caucus. On dit le caucus des députés de la CAQ en Outaouais, entre autres, là. Qui voit plusieurs médecins qui sont partis vers l'Ontario, d'autres qui menacent. Alors, il y a plusieurs députés qui mettent de la pression sur leur gouvernement. Mais Mario, est-ce que dans ton esprit, il y a un scénario où Legault désavouerait Christian Dubé, où il va aller jusqu'au bout avec lui? On connaît le lien très fort entre les deux, là. Il y a des députés qui demandent ça. Je pense pas que c'est la majorité. Il y en a qui demandent ça. C'est pas juste ça, c'est que, Christian Dubé, c'est sûr que s'il est désavoué, il va démissionner. Là, t'es à 9 de la CAQ qui ont démissionné, dont un ministre, Lionel Carman. Là, c'est peut-être le ministre le plus fort du gouvernement qui démissionnerait. C'est que là, pour François Legault, ça devient une risée, là. C'est son parti qui se découle morceau par morceau. Comment tu peux sauver la face? Comment tu peux garder Christian Dubé? Mais là, pour l'instant, la semaine passée, si tu as remarqué, Christian Dubé a dit dans les corridors du Parlement très clairement, là c'est France-Hélène Duranceau qui négocie à partir de maintenant. Alors, c'était déjà un aveu de sa part que c'est plus lui qui est là pour la négociation des enveloppes restantes. Mais pour l'instant, ça semble pas suffire parce que ce que les médecins disent, c'est que tant que Christian Dubé est là, c'est lui qui mène par en arrière. Alors, l'autre affaire, ce serait que François Legault s'en mêle lui-même et suspende, par exemple, le chapitre de la loi 2, le chapitre qui concerne pas la santé, là, le chapitre qui est ce qu'on appelle matraque, là, qui dit que si tu... Les pénalités. C'est ça, les pénalités. Ouais. Mais... qui de toute façon ne semble pas vraiment s'appliquer parce que là, les médecins quittent. Ce que là, tu n'as pas le droit de faire dans ce chapitre-là, c'est de provoquer un mouvement de masse, de créer un mouvement de médecins qui quitteraient en groupe. De manière concertée. De manière concertée. Qu'est-ce qui est concerté? Qu'est-ce qui est concerté? C'est ce que c'est applicable. Donc, puis le gouvernement pourrait aussi décider de jouer l'horloge, de dire, ben regarde, là, les médecins ont pas tant que ça. À l'étape où on en est, on est tellement dans le trouble comme gouvernement. Les médecins ont pas tant... Parce que, exemple, je suis pas sûr qu'hier, les médecins dans l'opinion publique font un gain si fort que ça, là. Tu sais, les gens assis chez eux voient les médecins qui ont loué le Centre Bell, constatent que les médecins étaient en colère, mais les gens le savaient déjà, là. Est-ce que cette démonstration de force-là change l'opinion publique? Je suis pas certain. D'après moi, ils perdent pas d'appui. Je
pense pas qu'il y a des gens qui sont virés contre les médecins à cause de ça, mais je pense pas qu'il y en a qui sont virés pour non plus. À mon avis, c'est un effet neutre dans l'opinion. Un effet mobilisateur pour les médecins, mais neutre dans l'opinion publique. Dossier santé numérique, il faut rajouter de l'argent. Oui, on apprend ce matin dans le journal que 95 millions de dollars de plus donc pour la numérisation en santé. Le gouvernement qui a contourné ses propres règles pour injecter cet argent supplémentaire-là dans le DSN, le dossier santé numérique. Un projet, on le sait, qui est névralgique, qui est censé permettre aux professionnels de la santé d'avoir un accès numérique aux données médicales des Québécois. Alors, ce geste-là, ça a permis au ministère de la cybersécurité et du numérique de remettre les indicateurs du projet au vert. Alors que le chantier est à l'arrêt, toutes les traces de dépassement de coûts, pouf, ont complètement disparu de la reddition de comptes. Et pour se justifier, Québec qui mentionne qu'il y a eu un changement significatif de la portée initiale du projet pilote. Alors, mais dans un projet informatique, 95 millions, c'est rendu qu'on trouve. C'est rendu une poignée de change. Ça vaut même pas la peine d'en parler tellement. Ouais, on est rendu là. M. Legault qui va dévoiler sa nouvelle vision économique ce matin. Oui, ça va se passer ce matin lors d'un point de presse à Beauharnois. François Legault va être accompagné des ministres Christine Fréchette, Samuel Poulin, Éric Girard, Bernard Drinville et Jean-François Simard, le premier ministre qui veut inscrire cette vision-là comme une réponse au nouveau contexte mondial. Il y aura mêlée de presse par la suite, alors ça va être bien sûr à surveiller. Je dirais que c'est une réponse, oui, c'est vrai, là, à Trump, au nouveau contexte créé par Trump avec les tarifs. Mais c'est aussi une réponse à la filière batterie, là, qui était perçue comme le cœur de la stratégie économique du gouvernement. Et là, la filière batterie est super au ralenti. Même ce qui pourrait y avoir de bon dans la filière batterie, tout est occulté par le dossier Nordvolt qui a mal fini. Fait que là, on veut se redonner une nouvelle stratégie économique qui est basée... Puis, attendez-vous à une chose, là. C'est comme nouveau pour nous au Québec, mais ça va parler de défense. C'est sûr que l'idée d'aller chercher notre part, comme il y a plusieurs entreprises dans le secteur de la défense au Québec, des gros contrats... Bombardier, la Davy... Bombardier, la Davy, plusieurs autres joueurs aussi. Donc, attendez-vous, c'est comme quelque chose qu'on n'a jamais entendu, en tout cas, moi, pas depuis que je suis la politique, un gouvernement du Québec place les industries de la défense, les industries militaires au cœur de sa stratégie économique. Mais ça va être une première ce matin. On s'est choisi un nouveau co-porte-parole à Québec solidaire. Et surprise en ce qui me concerne. Oui, et c'est Sol Zanetti qui va succéder à Gabriel Nadeau-Dubois. Sol Zanetti, donc, qui a parlé notamment beaucoup des Autochtones dans son discours, de souveraineté également. Il y avait l'appui de Catherine Dorion. Oui. Et là, parallèlement à tout ça, les solidaires aussi devaient se prononcer sur, parce que c'est un système de co-porte-parole là, mais tu n'auras qu'un seul premier ministre. Advenant l'élection d'un gouvernement solidaire. Il y a personne qui va au débat des chefs. Puis... Exactement. Alors, les solidaires ont choisi à 96 donc, Rouba Gazal. C'est elle qui va mener les troupes solidaires, notamment au débat en 2026. On a lancé quelques flèches là, vers le Parti québécois, autre formation souverainiste. On a fermé la porte aussi à un rapprochement avec le Parti québécois qu'on a accusé essentiellement d'exclure là, les gens, par exemple, des communautés, de ce mouvement souverainiste. Là. Alors, la souveraineté, mais, tu sais, c'est Québec solidaire qui va être beaucoup plus inclusif. D'ailleurs, tu penses quoi du choix de Sol Zanetti? Ben, c'est comme... La symbolique est forte parce que ça veut dire que ceux qui ont mis dehors Gabriel Nadeau-Dubois, les coups de couteau dans le dos à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas une petite poignée, là. Sol Zanetti avait l'appui de Catherine Dorion. Il a jamais parlé, lui, contre Gabriel Nadeau-Dubois ou souhaité son départ. Mais ceux qui ont souhaité le départ de Gabriel Nadeau-Dubois ont gagné leurs élections. Peux-tu dire ça de même? T'sais? Et Étienne Grandmont, l'autre député de la région de Québec qui se présentait, avait quand même l'appui du caucus. Ben, pas du caucus, mais c'était le seul qui avait des appuis dans le caucus. Il y avait l'appui de Manon Massé, d'autres députés. Mm-hmm. Et lui était battu, là. Donc, ça veut dire que les membres, l'espèce de mouvement de Catherine Dorion, Émilise Lessard-Terrien, qui veut une radicalisation du parti, ben, ça, c'est pas une petite tranche dans le membership, ou c'est pas les gens de quelques comtés dans une classe à part, là. Ils sont... ceci dit, c'est un excellent choix, là, dans le sens que c'est un gars très habile politiquement, s'exprime bien, quelqu'un aussi d'assez constant. Ça fait aussi de la nouvelle direction. Rouba Gazal et lui, ça fait une direction de Québec solidaire résolument indépendantiste, là.
C'est deux... Lui, écoute, il est arrivé à Québec solidaire par le chemin d'Option nationale. Il était chef d'Option nationale. Puis c'était un parti qui avait été créé parce que le PQ était pas assez souverainiste, n'était pas assez indépendantiste. Donc là-dessus, là, c'est à noter. Mais tu l'avais un peu prévu, ça se sentait dans les galas de la semaine précédente. Lou Adrienne Cassidy qui sort la grande gagnante de la disque. C'est la reine au fait des 3 galas de la disque. Tu te croyais au cinéma devant la caméra. Et moi la scène des adieux, je la rejoue sans foi. 47e gala de la disque hier, c'était pas clairement identifié, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 10 statuettes qui étaient données hier à la télé, il y en a la moitié qui était décidée par le public, puis l'autre moitié par l'Académie. Ça aurait peut-être gagné en clarté. Lou Adrienne Cassidy, au total, aura donc gagné 12 statuettes. Hier, pour le gala, c'est chanson de l'année, artiste féminine de l'année, spectacle de l'année, auteur, compositrice. C'est d'ailleurs la 4e femme à gagner dans cette catégorie. Il y en avait déjà 8 dans les galas. Exactement, pour un total de 12. Donc, dans la catégorie autrice-compositrice, il y a eu Louise Forestier, Francine Raymond, Claude Pelgag, Alexandra Streliski et elle-même. Ce que je salue d'ailleurs dans ses prestations, hier, elle est montée 4 fois sur scène. 4 fois, elle a eu un mot différent de remerciement parce que c'est pas ce qui brillait le plus, les remerciements. Hier, je dois dire qu'Antoine Bertrand... C'est toute une grande soirée. Pas vraiment. On pourra en reparler d'ailleurs plus tard. Je t'ai préparé des bons moments. Là. Okay. Je trouve qu'il y a eu des pépites. Je trouve que la présentation du commanditaire Raymond Chabot de Grant Thornton a été savoureux. Je crois quand même c'était tranquille. Que France Baudouin devrait donner des cours et des comment orchestrer des numéros en direct de l'univers et Zénith, par exemple. Je pense qu'on aurait à resserrer les numéros, la mise en scène, revoir la façon dont la scène est positionnée aussi et régler une fois pour toutes. C'est-tu 2 heures ou c'est 2 heures et demie? Parce que ce qui gosse, c'est que dans chaque gala, là, tout type de gala, on défonce tout le temps puis on le sait tellement qu'on enregistre l'émission d'après. Ce qui fait que la fin des galas est toujours garochée. C'est toujours garoché. Les 3 prix les plus prestigieux, là, tu t'enchaînes ça comme ting. En retard, là. Mais sauf que l'affaire, c'est ce que tu te rappelles dans la vie d'un spectacle, le début puis la fin. Il faut que ta fin soit travaillée. Donc moi, ça me dérange. Soit on fait 2 heures puis on enlève des catégories ou des numéros, ou on fait 2 heures et demie puis on l'assume. Parlant de remerciements, l'un des remerciements que Lou Adrienne Cassidy a fait hier qui s'est démarqué. Je nous souhaite à tous d'être ambitieux. Je souhaite qu'on arrête de se contenter. Je souhaite qu'on laisse plus la peur de l'inconnu ou le doute nous empêcher d'aller au bout de nos idées. Puis tant qu'à pas savoir ce qu'on fait, faisons quelque chose. Elle parlait aussi, tu sais, la chanson Dis-moi qu'on vient d'entendre aussi, ça parlait de l'abandon de son père. Elle a eu honte de l'abandon de son père longtemps. Donc, je trouvais ça intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a eu quand même la relève qu'on a vue. Ça aussi, c'était une belle lumière là-dessus. Il y a quand même des points à travailler, puis on pourra y revenir vers 7h30 ce matin. Je trouve que le gala de la disque, c'est un beau gala, mais il va falloir retailler un petit peu quelques affaires. Ouais, mais ça a déjà été plus grandiose que ça. Moi, hier, en tout cas, on en parlera. J'ai hâte de voir les codes d'écoute, mais je serais surpris là, que... Je trouve que Pierre-Yvroy Desmarais est un bon successeur à Louis-José Hood. Il faut y laisser quelques années, peut-être. Mais je trouve qu'il ne fait pas un mauvais travail comme animateur de gala. Après, c'est dur d'animer des galas. C'est dur. Très difficile. Parce que ça dépend qui t'entoure. Charles-Antoine, ça a été une journée parfaite pour les gens, pour les Montréalais ce samedi. Ça arrive pas assez souvent pour pas qu'on en parle 2 jours plus tard. Puis tu sais, le week-end précédent, c'était la grève de la STM, puis il y avait des matchs dans tous les stades de la ville. Donc on a connu en 2 week-ends deux opposés. Mais oui, victoire du Canadien, 6-2 contre le Mammoth de Utah. Cole Caulfield, 2 buts encore une fois. Il n'est plus depuis samedi meilleur buteur de la Ligue, puisque Nathan McKinnon a marqué 9 points ce week-end en 2 matchs. Ben voyons. Ouais, et il est le meilleur. Ah, parce qu'ils ont battu Edmonton 9-1. Puis hier, ils ont gagné contre les... Ça va-tu bien, Edmonton? Sais-tu où ça va pas bien? En Alberta. Honnêtement, là, les Flames, c'est la pire équipe de la Ligue. Les Oilers se pointent du doigt. Hier, à l'entraînement, les images n'étaient pas chic. Mais Nathan McKinnon est en feu. Ça n'a aucun sens, parce que derrière lui, ce sont tous les jeunes qui poussent comme meilleurs pointeur. Connor Bedard était meilleur pointeur avant la soirée d'hier. On a parlé ensemble de Macklin Celebrini, Leo Carlson. C'est des gars de 19-20 ans, mais il y a Nathan McKinnon qui est à toute vitesse. Donc, le Canadien, je reviens sur cette... Il n'y a pas Connor McDavid dans la liste que tu viens... Ouais, mais il est plus bas que les jeunes, parce que Bedard a connu 3 matchs de 3 points de suite. C'est quand même impressionnant de voir ses choix de première ronde 2023-2024. Pour le Canadien, Kings, Stars, Bruins, les 3 matchs cette semaine à Montréal. Les 3 équipes, des équipes
de série. Les Bruins vont vraiment, vraiment bien. Là, sont deuxième derrière le Canadien. Donc, pas une semaine facile. Les Alouettes retournent en finale de la Coupe Grey. Cette équipe a été facile. Ça n'a pas été facile, mais tu sais, en même temps, tu es sur la route. À Hamilton, c'est un stade très hostile. Grosse victoire. Blessure de Davis Alexander. Il s'est tenu l'ischio-jambier, celui qui l'avait tenu à l'écart pendant plusieurs matchs en saison. Il se l'est tenu à quelques reprises. C'est sûr qu'il va jouer, là. C'est un guerrier. Mais quand même. Et ce sera face, cette Coupe Grey, aux Rough Riders de la Saskatchewan à Winnipeg. Les deux équipes arrivent à Winnipeg aujourd'hui. Les Rough Riders qui ont tiré de l'arrière tout le long du match. La première fois du match qu'ils ont pris l'avance, il restait 0 secondes au cadran, c'était fini, ils ont gagné. Traverser le terrain en fin de rencontre. Le quart arrière des Rough Riders, c'est un ancien des Alouettes, Trevor Harris, et ce sont surtout les deux meilleures défenses de la Ligue. Donc, gros duel. La dernière fois, c'était en 2010. Que les deux équipes s'étaient affrontées. Et l'année d'avant, 2009, les gens vont se souvenir du placement réussi par les Rough Riders, mais il y avait raté par les Alouettes. Il y avait un joueur de trop, avait une autre tentative pour gagner le match. Et les Carabins ont battu le Rougeur à Québec 31-29 samedi. Prochain match pour la formation de l'Université de Montréal, c'est en Nouvelle-Écosse face aux Huskies de St. Mary's samedi.